Mais en fait, si j'ai bien compris, oui, la question, c'est que faire avec les cigarettes résiduelles C'est quand le ça. patient a réussi à diminuer et qu'on arrive comme ça à un nombre de cigarettes où on a l'impression d'être au point mort et qu'on n'arrive pas du tout à bouger ça et à faire en sorte qu'il en enlève. Alors, il y a plusieurs choses plusieurs éléments à prendre en considération. Déjà, il faut savoir de combien on part. Hein. Si on part d'un patient qui fumait 4 paquets, 3 paquets, 2 paquets, ou qui fumait finalement qu'une dizaine de cigarettes, vous voyez que le ratio va pas être le même. Donc déjà, il faut vraiment voir de quoi on part. Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est si on est au maximum des possibilités avec le traitement, c'est-à-dire on a monté les doses jusqu'à ce que le patient finalement il supporte cette dose et que malgré tout la personne continue à fumer ses cigarettes, il va falloir un petit peu aller explorer ces cigarettes-là, aller travailler en fait les représentations peut-être de la personne. Qu'est-ce qu'elle met dans ses cigarettes? Est-ce que c'est peut-être ce qui la rattache à son tabagisme antérieur? Est-ce que ce sont des cigarettes qui sont fumées, finalement les cigarettes qu'on appelle Pavlov, hein, celles que on fume à heure fixe, à moment fixe, des cigarettes rituelles, on va dire. Donc ça, il va falloir travailler peut-être avec lui, sans toucher finalement le nombre de cigarettes, mais de se dire, bon, alors d'accord, vous fumez 3 cigarettes ou 4, mais on va essayer de les répartir autrement. Ben, plutôt qu'après le repas, vous allez les décaler. Ou alors, vous mettez peut-être un petit chrono sur votre téléphone et au moment où vous avez envie de fumer, vous mettez le chrono, vous mettez en place d'autres choses et vous voyez si après vous la fumez. C'est-à-dire, ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il faut commencer la rééducation du cerveau, commencer les nouveaux apprentissages et faire parler la personne. Il faut qu'elle s'exprime sur ses cigarettes. Voilà. Après, il faut peut-être voilà, aller plus en profondeur, peut-être partager aussi le suivi du patient, partager l'accompagnement avec un autre professionnel, peut-être qu'il ira peut-être agir sur ces cigarettes-là en levant quelques freins et peut-être aller trouver d'autres solutions. On peut aussi essayer de rassurer la personne en disant aussi que peut-être elle a le temps, peut-être c'est quelqu'un qui est sur 3 et qui est allé un peu rapidement par rapport au nombre de cigarettes qu'elle fumait avant. Donc, on se donne le temps, on teste des choses et voilà, on revient, on repart. C'est voilà, c'est un petit peu, c'est de la dentelle aussi d'accompagner son patient et on fait vraiment ça avec lui. Mais parfois, on est obligé de revenir en arrière, de changer un petit peu nos stratégies et de voir ce qui est le plus efficace. Je passe à la suivante. Jusqu'à combien de milligrammes peut-on prescrire sans être en surdosage? Eh bien, en fait, c'est la personne qui va, avec en fait les questions qu'on lui pose lors du suivi, qui finalement va nous donner les signes de surdosage qu'elle ressent ou pas. C'est-à-dire, voilà, on atteint sa limite quand elle a les signes que j'ai décrits dans les signes de surdosage, ben, les fameuses palpitations, les nausées, l'irritabilité, les troubles du sommeil, la sensation de malaise. Voilà, ça, c'est le surdosage. Et la personne, en fait, c'est elle qui va vous décrire tout ça. Et là, on saura qu'on est en surdosage. Voilà. Après, si on part sur la base d'une réduction contrôlée progressive ou d'un arrêt total, c'est bien évidemment pas la même chose. Voilà. Mais en fait, la première prescription, elle va nous servir, mais on va pas taper juste tout de suite. C'est après, en fait, que l'on va pouvoir adapter. Alors pour la question suivante, pour la prescription de patch, chez un patient qui fume 20 cigarettes roulées, on multiplie par 3, point d'interrogation. Je pense qu'on parle là du dosage des substituts Oui, nicotiniques.
Et qui fume 20 cigarettes roulées, oui, il va falloir qu'on parte vraiment sur à peu près 2 patchs de 21 et après le deuxième, on va adapter. Voilà, mais cette personne-là, il va falloir avoir un contact avec elle rapidement pour savoir si on est bien ou pas. Après, ça dépend aussi de l'inhalation de la personne, hein, comment elle, avec la force aussi de l'inhalation. C'est vrai qu'en ça, le testeur de CO peut être d'un renseignement précieux parce qu'il peut nous indiquer aussi si la personne elle tire fort sur sa cigarette. Ok, alors pour la première prescription, doit-on donner les substituts pour une semaine ou plus? Alors, la première prescription, quand c'est un arrêt total, on va revoir la personne rapidement, comme on le disait. Donc après, on peut prescrire pour une semaine ou pour un mois. De toute façon, le patient, il s'en servira après du dosage. On peut aussi un petit peu s'arranger quand la personne, elle a plus de 14, par exemple, de mettre de 7, ou quand elle est à 14 et qu'elle doit passer à 7, on coupe le 14. Enfin, voilà. De toute façon, que ce soit pour une semaine ou un mois, c'est voilà, c'est pas très important, mais voilà, on prescrit en fonction du prochain rendez-vous. Ok, alors, si craving, on augmente le dosage, est-ce qu'on augmente le dosage des patchs? Oui, on va augmenter le dosage des patchs si la personne elle vous décrit un craving important avec une intensité forte qui revient très souvent, c'est qu'on n'est pas bon au niveau du dosage. De la même façon, si on a prescrit des patchs et des substituts, les substituts nicotiniques, en gros, en fait, on peut en prendre, si on lit la notice, jusqu'à 30 par jour. Mais bien entendu, personne ne va en prendre 30 par jour. On va dire, en fait, globalement, que si la personne, elle prend plus de 10 pastilles par jour, par exemple, 7 ou 10 pastilles par jour, et qu'elle va au-delà, ben, en fait, on n'est pas bon au niveau du dosage du patch. C'est qu'il faut augmenter le patch. Voilà. C'est un élément indicateur important. Je vais commencer à répondre et Marjorie, je te laisserai compléter sur le petit agenda du craving, l'agenda des envies. Quel est l'objectif de numéroter le numéro de l'envie? Donc, sur le petit agenda que vous recevez quand vous êtes inscrit dans le cadre du projet LAST, effectivement, nous avons proposé de numéroter. En fait, vous le faites, il n'y a pas vraiment d'objectif à travers cela. C'était plus pour que le patient il repère les envies qu'il a eues dans sa journée, en fait. La première envie le matin, la seconde dans la matinée, la troisième, etc. Petite précision que je me permets d'apporter, c'est que ce petit outil, nous sommes en train de le retravailler. Donc, plus nous l'avons retravaillé, c'est en cours. Hein, donc, vous aurez une version numéro 2 qui va sortir là, dans les mois prochains. Donc, si vous souhaitez le recommander, vous pourrez le recommander via le site internet LAST. Donc, nous l'avons un petit peu recontextualisé par rapport à la notion de craving. Le petit tableau où le patient doit compléter ses envies de fumer, on l'a aussi revu. Il est un petit peu plus étoffé pour justement être un outil à la fois plus pédagogique pour le fumeur, mais aussi dans l'échange que le fumeur pourra avoir avec son professionnel de santé. On a eu une deuxième question sur l'agenda de mes envies. Hein. Ne trouvez-vous pas que l'agenda puisse être fastidieux pour certains patients? Tout à fait. Ça dépend, comme Marjorie l'a dit dans son propos tout à l'heure, c'est un outil que l'on propose, des outils pour aider ces patients fumeurs de tabac. Il y en a plein, il y a des flyers, des agendas et plein d'autres. Cet outil doit être utilisé s'il a une pertinence à la fois, bien évidemment, pour le fumeur de tabac. Si ça l'aide, ça lui permet vraiment, on l'a pensé, pour que le fumeur puisse identifier comment il gère ses envies de fumer, donc ce fameux craving, et qu'est-ce qui marche chez lui. Peut-être que le fait de faire un tour dans son jardin l'aide à faire passer cette envie de fumer, et puis il l'aura repéré parce qu'il l'aura noté, il aura vu qu'effectivement, en faisant ça, il a pu gérer son envie de fumer. Donc effectivement, ça peut être un outil
fastidieux pour certains patients. Certains vont l'utiliser 1 ou 2 journées, certains vont l'utiliser tout le temps et certains ne vont pas du tout l'utiliser. Donc, c'est vraiment en fonction du patient, bien évidemment. Marjorie, je ne sais pas si tu Oui, souhaites compléter sur oui, ce point. tout à fait. Oui, tu as été très claire, Audrey. Je voulais préciser aussi que finalement, cet agenda, ça va être aussi l'occasion pour le patient. Vous lui aurez expliqué, bien sûr, pendant la consultation, mais l'importance du craving, c'est vraiment central. Et c'est quelque chose, quand vous allez le revoir en suivi, c'est bon, alors votre craving, il était à combien cette semaine ou ce mois-ci? Comment ça s'est passé? Et en fait, le cerveau, il est aussi fait ainsi, c'est-à-dire que les mauvais moments, souvent, on les oublie. Et si la personne, elle aura peut-être pas noté à un moment, ben voilà, cette journée-là, ça a été très dur parce que, en fait, il aura oublié peut-être au bout de 3 semaines et il va pas pouvoir vous reparler de tous ces épisodes de craving. Bien entendu, une personne que vous allez accompagner sur 1 an, l'objectif aussi, c'est qu'il se comprenne de mieux en mieux, qu'il comprenne son craving et qu'il comprenne comment s'en protéger, comme on le dit. C'est ça qui est important. Et vraiment, dès la première consultation, dès les consultations initiales, il faut vraiment parler de ce craving, expliquer, dites que vous allez l'interroger tout au long du suivi et c'est ça qui est majeur. Et en fait, tous les traitements, tout ce que la personne va mettre en place, comme je le disais au début de la présentation, c'est pour dompter son craving. Et plus le craving, en fait, il sera faible, plus la personne, elle sera forte aussi et plus elle aura d'énergie pour mettre en place d'autres choses. C'est-à-dire que si le craving est très important, eh bien, la personne, elle ne peut pas avoir l'énergie nécessaire pour arrêter de fumer. Alors que si vraiment on le diminue, là, oui, elle peut mettre en place des choses. C'est pour ça qu'en fait, il y a des jours où la personne, elle est peut-être moins d'attaque, elle est moins combative et c'est le craving qui va gagner. Mais c'est le jeu aussi et les jours se suivent, ne se ressemblent pas. Et c'est justement ça que l'on cherche un petit peu à gérer. Et cet agenda peut nous aider, mais encore une fois, c'est un outil qui est proposé. Ça peut être une feuille blanche, la personne, elle peut ouvrir un cahier. Moi, j'ai pas mal de patients qui venaient avec des cahiers de brouillon de leurs enfants et ils me montraient des pages de voilà ce que c'est mon craving. Voilà, c'est chacun aussi adapte ses outils et puis on est persuadé parce qu'on a aussi mis en place soi-même, mais souvent, il est quand même apprécié des professionnels et des patients. Que pensez-vous de la vapoteuse dans le cadre de la réduction progressive? Eh bien, la vape, c'est un outil de réduction des risques très intéressant. Alors, c'est vrai que comme on l'a vu sur la présentation, dans le cadre finalement d'un arrêt total et surtout si la personne a choisi cet outil, on se doit en fait de l'intégrer aussi dans notre accompagnement, mais on se doit aussi de lui donner des conseils. Il y a notamment des recommandations récemment du Haut Conseil en santé publique, mais il y a aussi la réalité du terrain. Et finalement, cette réduction des risques, ça va être que la personne, en fait, eh ben, elle a choisi la vape. On peut lui suggérer de mettre un patch et de vaper sur les envies de fumer. Bien entendu, on va aussi lui donner des conseils qui vont être, par exemple, d'aller en boutique pour avoir un conseil vraiment professionnel, personnalisé. Souvent, les vendeurs ont reçu une formation très complète sur tout ça. Donc, on achète des produits NF avec quelqu'un qui est expérimenté, donc c'est le métier. On évite de faire des mélanges soi-même en achetant des produits sur Internet. On évite de vaper dans des endroits où on avait abandonné le tabac parce que ça fait qu'on vape de plus en plus. Et on essaye aussi de vaper que sur des envies de fumer, sur du craving finalement ingérable, parce qu'en fait, sinon, on va se mettre comme ça des shoots de nicotine sans avoir envie de fumer parce que c'est bon, parce que ça a goût de fraise, parce que je peux le faire ici sans en fumer mes enfants. Non, il faut vraiment vaper en toute conscience sur une envie de fumer. Ok. Est-ce qu'il est possible de poser des patchs le soir? Oui.
Oui. Oui, oui. Il y a des Sans patients qui souci. se douchent le soir, qui, voilà, après, c'est, voilà, si la personne, elle est sur 24 heures avec son patch, oui, on peut le poser le soir. Ok, là je vais regrouper deux questions qui se complètent finalement, enfin qui sont quasiment les mêmes. Quelle est la durée et quand diminuer les substituts nicotiniques? L'autre question c'était à partir de quand peut-on diminuer le dosage des patchs? En fait, l'accompagnement, déjà, comme vous l'avez compris, va durer longtemps et finalement, ça peut être à la demande du patient quand il a zéro cigarette et que au bout de 3 mois, il commence vraiment à se dire, là, j'ai plus de craving, je me sens confortable, j'ai envie de commencer à baisser. Donc, on peut tout à fait envisager une baisse tout en surveillant bien évidemment le craving, en étant attentif. Voilà, au bout de 3 mois, c'est à la demande du patient ou nous, quand on voit effectivement qu'il est temps, au bout de quelques mois, de diminuer. Voilà, c'est le patient, il ne faut pas qu'il soit trop pressé non plus de laisser tomber ses patchs parce qu'on est vraiment dans l'anticipation de la reprise de consommation et c'est ça que l'on veut repousser. Donc, s'il diminue ou qu'il arrête trop rapidement ses patchs, parce qu'on a des patients qui font aussi un petit peu leur petite cuisine, vont vite remarquer que le craving repart à la hausse et que c'est pas bon. Une question sur l'agenda des envies, je vais y répondre. Est-ce qu'il existe en version numérique? Alors non, à la Coréade, on l'a uniquement en version papier pour l'instant. C'est une idée qu'on a dans notre boîte à idées, mais pour l'instant, il n'existe qu'en version papier. Peut-être que sur d'autres applis, vous pourrez le trouver, mais en tout cas, je n'en ai pas connaissance à l'heure actuelle. Que faire lorsque le patient ne veut pas prendre de pastilles ou de gomme, il n'y pense pas ou alors il n'aime pas le goût? Alors déjà, il y a plusieurs goûts différents, donc on peut quand même varier. Ça va des fruits rouges à la menthe, à l'eucalyptus, on peut quand même varier. Après, c'est pas non plus une obligation. On peut très bien avoir seulement des patchs et s'il y a du craving en fonction du patch, malgré le patch, pardon, on augmente le dosage du patch ou alors on va mettre en place des TCC ou des choses qui vont faire qu'on va baisser ce craving qui reste ponctuel avec peut-être d'autres choses. Mais ce n'est pas une obligation non plus d'avoir ces pastilles. Après, il y a des pastilles qui sont sublinguales, qui durent peut-être moins longtemps que les pastilles à sucer ou que les gommes, mais on comprend que certains patients n'aiment pas trop ce goût, qui reste assez fort quand même en nicotine et qui est parfois un peu désagréable. Pouvez-vous réexpliquer le mélange des patchs sur 2 heures? Alors, je ne sais pas si c'est une erreur de frappe. Est-ce que vous voulez dire sur 21 heures et ce sur 16 heures? Alors, en fait, c'est dans le 24, sur cadre 24 heures et 16 dans le cadre d'une consommation finalement de cigarettes qui nécessite plusieurs patchs, en fait, on va mettre le premier patch sur 24 heures, c'est-à-dire il va vraiment couvrir toute la journée, toute la nuit et permettre aux patients d'avoir de la nicotine dans le corps quand ils se réveillent. Et après, le second, pour pas trop surcharger non plus le temps de la nuit, on va le mettre que sur 16 heures. Voilà.